Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec la Mongolie. Ce pays devient une sorte de marchepied américain, idéalement placé pour mettre en œuvre une nouvelle politique d'endiguement de la Chine et de la Russie. La Mongolie est au nord de l'Asie, enclavée en effet entre Chine et Russie. Le pays fait 1,5 million de kilomètres carrés, soit à peu près 3 fois la France, mais il a moins de 3 millions d'habitants, dont près d'un tiers vit à Ulaanbaatar, la capitale. La majorité des Mongols sont de l'ethnie Khalkha, mais on trouve aussi des Mongols Bouriates au nord, les Olotes au nord-ouest, les Daryangas dans les steppes sud-orientales, et puis des Kazakhs, des Toungouzes, ainsi que des Russes et des Chinois. Seulement 3 millions d'habitants pour une telle superficie, cela peut s'expliquer en partie par la géographie. Le climat est très froid, et ce pays ne connaît que la steppe, et la steppe sous toutes ses formes. La steppe arborée autour des bassins fluviaux et des montagnes du Khangai, Altaï et Khentai. Une steppe broussailleuse, c'est la zone de pâturage du pays. Et plus au sud, la steppe désertique qui ouvre sur le désert de Gobi. Alors résultat, il y a peu de terres arables. C'est l'élevage qui fait vivre presque la moitié de la population. Le cheptel est de 32 millions de têtes. Ovins, chameaux, chevaux, bovins, caprins, notamment pour la laine cachemire. Mais l'élevage ne peut se développer à cause des pâturages limités par les conditions climatiques et à cause du réseau d'infrastructures. Il n'y a qu'un axe routier nord-sud, passant par Ulaanbaatar, et une seule voie ferrée, le Trans-Mongolie, qui relie la Russie à la Chine. Le secteur industriel se concentre dans un triangle formé par Ulaanbaatar, Darshan et Erdenet, et il est aujourd'hui en crise. Donc 36% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, et la Mongolie fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Alors si on fait un peu d'histoire, on peut tout de même se souvenir que ce petit peuple nomade est à l'origine de l'un des plus grands empires du monde. Tout commence en 1206, lorsque Gengis Khan réussit à unifier les tribus nomades rivales et à fonder le premier État mongol. Il se lance alors à la conquête du monde avec un gros avantage tactique. Les Mongols sont excellents cavaliers et excellents archers. Au milieu du XIIIe siècle, l'empire mongol couvre l'ensemble eurasiatique. Eh bien, cet héritage historique sert un peu de repère identitaire à la Mongolie d'aujourd'hui. Après plusieurs siècles de domination de ces deux puissants voisins, la Mongolie a en effet sans cesse été ballottée entre Chine et Russie. Alors pour comprendre, on peut peut-être retenir 3 dates. Au XVIe siècle, la conversion des Mongols au bouddhisme tibétain provoque un essor religieux considérable avec la construction de monastères, notamment à Urga, l'actuel Ulaanbaatar. Chaque famille fait alors entrer le fils aîné au monastère et le clergé a fini par représenter près de 40% de la population masculine de l'époque. Eh bien, cette conversion en masse, en fait, a affaibli le pays, et à la fin du XVIIe siècle, les tribus mongoles de l'Est n'ont pas d'autre choix que de passer sous la vassalité de la dynastie chinoise des Qing. Et lorsque la Russie étend son influence en Asie au XIXe siècle, les Chinois transforment la Mongolie en une sorte d'avant-poste militaire. Deuxième date, en 1911, lorsque s'effondre la dynastie mandchoue des Qing, les Mongols font appel à la Russie tsariste. La Russie leur fournit des armes et ils peuvent ainsi proclamer leur indépendance. Et pour la Russie, l'avantage, c'est de ne plus avoir une frontière trop longue avec la Chine. Le nouvel État mongol devient un protectorat russe dès 1912 et la partie sud de son territoire, où vivent de nombreuses populations chinoises, préfère alors se rallier à la République de Chine. C'est cette région qu'on appelle la Mongolie intérieure. La troisième date que l'on peut retenir, c'est 1919. La Chine profite de la révolution bolchevique pour reprendre la main en Mongolie, sauf qu'après avoir connu l'autonomie, les Mongols ne veulent plus d'un régime féodal, et à partir de 1921, ils se libèrent de l'emprise chinoise grâce à l'appui de l'armée rouge. Ce qui fait qu'après 2 siècles de domination chinoise, la Mongolie passe sous l'influence soviétique.
En 1924, elle devient une république populaire et il s'en est fallu de peu pour qu'elle ne soit totalement intégrée à l'URSS dans les années 50, tant la dépendance avec le grand frère soviétique était grande. Alors évidemment, après 1991, les choses évoluent. L'URSS disparaît, dès lors la Mongolie entame une transition vers la démocratie et vers l'économie libérale. Sauf que, on en revient à la géographie. Son enclavement la condamne toujours à la dépendance vis-à-vis de ses deux voisins, même si son indépendance suscite l'intérêt. Alors plusieurs raisons à cela. D'abord, la Mongolie n'est pas si pauvre que cela. Elle a du charbon, du cuivre, de l'or, du molybdène, qui est un métal très dur utilisé pour la fabrication des alliages. L'exploitation de pétrole vient d'être lancée dans le désert de Gobi, et plusieurs compagnies chinoises, australiennes, japonaises y prospectent. En 2001, une mine d'or et de cuivre a été découverte à Oyu Tolgoi, et à Taban Tolgoi, on trouve un très grand gisement de charbon qui s'étend sur 90 km. Mais le problème, c'est plutôt l'évacuation, car le gisement est situé à 400 km du Trans-Mongolie, d'où le projet de construire une voie de chemin de fer de 300 km pour relier le réseau chinois, ce qui permettrait d'exporter le charbon mongol via le port chinois de Tianjin. Évidemment, la Chine est très intéressée par un tel potentiel. Elle est désormais le premier client de la Mongolie, son premier investisseur, son deuxième fournisseur, mais cet intérêt a un revers. Les autorités redoutent une colonisation chinoise larvée, comme cela se passe pour les Tibétains, les Ouïghours ou les Mongols du Sud. Parce qu'avec une armée de 15 000 hommes, la Mongolie ne peut pas surveiller sa frontière qui est longue de 4 500 km. Elle ne peut contrer l'immigration clandestine des Chinois qui entrent sur son territoire pour chercher de l'or ou bien pour faire le trafic de la laine cachemire. Maintenant, regardons la Russie. Elle est toujours le principal fournisseur du pays. Elle investit. Il y a plus de 200 joint ventures russo-mongols, dont la mine de cuivre de Erdenet, possédée à 49% par la Russie. Une raffinerie est en projet pour traiter le pétrole sibérien et l'exporter vers le marché chinois. Moscou, voyant un peu la Mongolie comme une voie de passage vers la Chine, elle voudrait donc pouvoir y faire passer un oléoduc depuis la Sibérie. Or, face à l'influence grandissante de ses deux voisins, la Mongolie se rapproche du Japon, de l'Union européenne et surtout des États-Unis. Parce que pour Washington, la position stratégique de la Mongolie entre le géant chinois et l'ancien ennemi russe attirait l'attention dès les années 90. Mais c'est la guerre lancée contre le terrorisme et l'intervention en Irak qui a permis la mise en place d'un partenariat stratégique entre les deux États. La Mongolie a envoyé 130 soldats en Irak, ce qui, en proportion de sa population, en fait le 3e contingent présent sur place. Alors en contrepartie, Ulaanbaatar a reçu une importante aide américaine, 20 millions de dollars en 2005 pour participer à la modernisation de l'armée mongole, et 6 officiers américains ont été détachés pour superviser l'interopérabilité des troupes. Un conseiller politique américain travaille aussi auprès du Premier ministre, et une centaine de volontaires du Peace Corps enseignent l'anglais à 2000 étudiants. Et pour la première fois, un président américain, en l'occurrence George Bush, s'est même rendu en visite officielle en Mongolie en novembre 2005. Alors on l'a compris, Ulaanbaatar voit dans les États-Unis d'Amérique comme un 3e voisin, ce qui lui permet de desserrer l'étau entre Chine et Russie. D'autant que cette diplomatie américaine dans les anciennes marges soviétiques, la Géorgie, l'Ukraine, le Kirghizstan, se double d'une politique énergétique en Caspienne et Asie centrale afin de contrôler les sources d'approvisionnement en pétrole. Alors évidemment, côté chinois, après les déploiements américains au Kirghizstan, les rapprochements stratégiques avec l'Inde, avec l'Indonésie et même avec le Vietnam, Pékin voit maintenant ce rapprochement avec la Mongolie comme une manœuvre d'encerclement. Alors sur cette vaste rivalité, vous pouvez lire demain La guerre du feu, États-Unis et Chine à la conquête de l'énergie de François Lafargue, édité chez Ellipse. Vous pouvez lire Diplomatie, une revue qui a consacré tout un dossier à la Mongolie
dans son numéro d'avril 2006. Vous pouvez lire utilement aussi L'Empire du vent de Stuart Stanley chez Hobeké dans l'édition française, c'est la collection Étonnant Voyageur. Et puis enfin, Mongolie, rêve d'infini de Michel Sedboun aux éditions de La Martinière.